En titre, ce soir, après avoir repris la ville d'Anefis à Kidal, les forces armées maliennes avancent vers les autres villes de la région pour prendre possession des emprises de la MINUSMA et mettre fin à une décennie de mainmise des ex-rebelles de la CEMA. Dans un récent rapport, l'OMS attire l'attention des pays en développement sur la dangerosité des médicaments contrefaits qui y sont vendus. Comme vous le verrez dans notre grand format, le Mali n'échappe pas à cette réalité. Enfin, au Moyen-Orient, le conflit entre Israël et le Hamas est loin d'être terminé. Selon le Premier ministre israélien, il ne fait que commencer. Madame, Monsieur, bonsoir. Parti de Gao le lundi 2 octobre, la colonne militaire des forces armées maliennes en route vers Kidal poursuit son avancée. Elle a repris le contrôle de la ville d'Anefis à environ 112 km de Kidal le 7 octobre. L'armée malienne est engagée à reconquérir ce bastion des ex-rebelles de la CEMA hors de contrôle des autorités depuis plus de 10 ans. Soumaïla Fane nous en parle. Le calme avant la tempête. Après d'intenses combats les 4, 5 et 6 octobre, les forces armées maliennes ont pris le contrôle le 7 octobre de la localité d'Anefis, une ville stratégique qui permet d'accéder à Tessalit, à Gelok et Kidal. La colonne des Famans, qui a quitté Gao le 2 octobre vers la région de Kidal, a été la cible de plusieurs attaques de groupes terroristes. La colonne, composée de véhicules blindés et pick-up, plus d'une centaine, escortée par des avions et des drones, a finalement eu raison de la résistance des groupes armés grâce à l'apport des vecteurs aériens. Le terrain plat et dégagé favorisait les frappes et offrait peu de possibilités aux assaillants de se couvrir. Désavantagés par le terrain et alors que leurs pertes s'accumulaient, ils ont été contraints d'abandonner Anefis. Selon certaines sources, Fahad al-Mahmoud et ses hommes sont principalement stationnés aux alentours d'Anefis avec quelques éléments de la CEMA. Le reste des troupes est replié sur la ville de Kidal ainsi qu'à Aguelok et à Tessalit. En prévision de la reprise des hostilités, plusieurs combattants venus de Libye ont rejoint la CEMA. Ils ont apporté avec eux plusieurs armes, dont des missiles sol-air, pour tenter d'abattre les avions des Famans. Si l'objectif final reste l'occupation de l'emprise de la MINUSMA dans la ville de Kidal, programmée pour novembre, les Famans doivent aussi, selon le calendrier, prendre possession des emprises de la mission onusienne à Aguelok et à Tessalit. Du fait de la situation sécuritaire précaire, les acteurs aussi bien gouvernementaux que de la MINUSMA se gardent de donner une date précise pour la reprise de ces camps. La seule certitude qui semble partagée est que la MINUSMA va achever son retrait le 31 décembre 2023. En attendant, des sources rapportent une certaine panique dans la ville de Kidal. Les habitants redoutent l'offensive. Beaucoup d'entre eux, qui s'étaient habitués à la non-présence de l'État malien, plus bagages en direction de Tinzaouaten à la frontière avec Algérie ou de Bord Badji Mokhtar sur le territoire algérien. C'est dans cette situation tendue que la composante FAMA, celle de la plateforme des mouvements du 14 juin d'Alger, du bataillon des forces armées reconstituées, a quitté le 10 octobre le camp 1 de Kidal pour celui de la MINUSMA. Le camp est depuis occupé exclusivement par la CEMA, ce qui a été dénoncé par les autorités de transition. Selon certaines sources, la CEMA occupe désormais certains postes avancés de la MINUSMA à Tessalit. Sans transition, afin de faire face aux pénuries de sang dans certaines structures hospitalières, une journée de don de sang et de dépistage de la drépanocytose a été organisée ce samedi. L'initiative du consortium des associations humanitaires entre dans le cadre du mois de la solidarité. Reportage de Soumaïla Fane. Chaque année, des milliers de femmes qui accouchent, des accidentés de la circulation et des personnes souffrant de maladies génétiques meurent pour faute de sang dans nos hôpitaux. Face à ces défis, le consortium des associations humanitaires a organisé ce samedi une journée de don de sang couplée au dépistage de la drépanocytose. Nous avons organisé cette journée pour sensibiliser les jeunes à faire le don de sang. Parce que le sang, c'est un élément très crucial dans la prise en charge des personnes qui ont des maladies génétiques, comme la drépanocytose. Donc, pour sensibiliser, nous organisons des journées de don de sang couramment pour que les gens puissent venir donner leur sang, partager leur pouvoir et faire des dons et aussi sauver des vies. À cause de la demande assez forte et de la faible mobilisation pour donner son sang, une pénurie est très souvent constatée au niveau des banques de sang. La situation du sang est un peu critique. Vous voyez, là où le pays est maintenant, les militaires en ont besoin.
Il y a pénurie, compte tenu de l'existence de beaucoup de services qui utilisent les produits sanguins. Chez nous, à l'hôpital, tous les services utilisent le sang, sauf l'imagerie médicale. Nous avons l'hémodialyse, nous avons la chirurgie à cœur ouvert et nous avons le service de gynéco et de l'oncologie qui demandent beaucoup de sang. Et il y a la traumato aussi. Voilà, la demande est supérieure. Avant tout prélèvement de sang, la fréquence cardiaque, la tension artérielle et la température du donneur sont mesurées. Un don correspond à environ 450 ml, soit moins d'un dixième du volume total de sang dans l'organisme selon les spécialistes. Les donneurs doivent être âgés d'au moins 17 ans et peser au moins 50 kg. Aussi, ils doivent de plus être en bonne santé. La plupart de certaines personnes sont en manque de sang. Bon, nous sommes juste là, disons, pour les aider. Bon, en cas de manque de sang, c'est-à-dire les anémies, vous voyez un peu, c'est juste pour faire du bien. Nous savons que le sang n'est ni fabriqué, ni acheté. Ça vient de nous les humains. Donc quand on est en bonne santé et qu'on se sent capable de donner un sang, pourquoi pas? Je suis du groupe sanguin O+. Selon les initiateurs, chaque donneur de sang sera enregistré dans une base de données pour, en cas de besoin, lui venir en aide. À présent, place au grand format. Dans les pays à revenus faibles ou intermédiaires, un produit médical sur 10 vendu est de qualité inférieure ou bien falsifié, d'après l'Organisation mondiale de la santé. Le rapport de l'OMS précise que 50% des contrefaçons signalées viennent d'Afrique. Ce phénomène prend de l'ampleur dans la zone CEDEAO et le Mali n'y échappe pas. Explication de Polia Pinguessan. Gouvernance défaillante, offre de santé insuffisante, pauvreté favorise la circulation des molécules dégradées. Plusieurs centaines de milliers de personnes en décèdent chaque année sur le continent et le Mali n'est pas épargné. Le médicament est soumis à une réglementation et l'exercice il est attribué à des professionnels de santé tels que les pharmaciens qui détiennent le monopole et qui doivent surveiller toute la chaîne du médicament depuis sa fabrication, son importation, sa distribution. S'il y a un produit qui sort hors du cycle normal, il va falloir se poser des questions. Quelle peut être la conséquence? La conséquence peut être l'usage rationnel même des produits. Et la question dont nous discutons, c'est que la mise en cause de la qualité même du produit. Parce que même si un produit est de qualité, est de bonne qualité à la fabrication, s'il est mal conservé, je pense que le dommage peut venir, la qualité peut être entamée et ça peut causer un grave danger pour la santé publique. Donc pour résumer, pour dire que tout ce qui n'est pas dans le cycle normal, que le cycle illicite, reste potentiellement un danger pour la santé de nos populations. Un médicament contrefait peut être sans principe actif, avec un principe actif diminué ou encore contenir des substances toxiques. C'est fort de ce constat que l'Ordre des pharmaciens du Mali en appelle à la volonté politique des autorités, via les structures chargées de la répression contre les faux médicaments, à redoubler d'ardeur sur le terrain afin de lutter efficacement contre ce fléau. Vous savez, nous sommes une organisation qui est chargée de faire des propositions aux forces publiques, c'est le ministère de la Santé à l'État, pour toute question émanant concernant les médicaments et la santé de nos populations de façon générale. Donc nous pouvons attirer l'attention, demander à toutes les structures qui doivent faire la répression par rapport à ça et qui doivent prendre des mesures telles que la DPM, la direction de la France et des médicaments, l'OCS, l'Office central des stupéfiants, la brigade des stupéfiants, le ministère de la Santé, le ministère de la Justice, même le ministère de l'administration territoriale, attirer l'attention sur l'existence de ces produits dans la rue, de prendre les mesures conformes aux tests qui s'y imposent. Nous disons que pour aller vite, on ne sent pas grand-chose sur le terrain. Même les structures de répression qui sont l'OCS et la brigade des stupéfiants, qui sont nos propres. Nous, on le dit clairement, on ne sent pas les choses bouger sur le terrain. Allez-y aujourd'hui à Damanami, partout où vous partez, les marchés plus de médicaments. Et les gens le vendent à ciel ouvert, sans s'en cacher. Et nous ne voyons pas les décisions qui ont été prises. Et j'interpelle ici le ministère de la Santé, la Justice, toutes les structures. Il y a une commission de lutte contre la vente illicite qui est créée, qui n'a jamais marché. Donc tout ce qui est là comme arsenal pour lutter contre le phénomène, nous disons que nous sommes en deçà de nos ententes. Pour la start-up Meditech, la lutte contre les médicaments contrefaits passera par la numérisation des services en pharmacie, une nécessité pour les rendre plus attractives
plus que celle des rues et souhaite aller plus loin dans cette lutte. On amène un geste métier, le fait de scanner. Nous, on a envie d'amener ces nouvelles technologies et on profite du fait qu'Internet soit partout à travers toute la sous-région. Il y a une très bonne pénétration des smartphones aussi. On arrive avec une solution qui est mobile, une solution qui est digitale, qui n'a rien à voir avec ce qu'on trouve aujourd'hui. Et c'est ainsi qu'on peut avoir un impact très fort par rapport au quotidien dans les pharmacies. Pour lutter contre ces fléaux, des associations se sont également lancées dans la sensibilisation des populations. Des médicaments qui n'ont aucune valeur réellement médicale et qui sont vendus partout dans tous les quartiers et dans tout le pays et même sur le continent africain. La Fédération de Lavage a décidé vraiment qu'au niveau des pays africains, la Fédération directement s'engage dans cette lutte pour mobiliser les consommateurs dans une prise de conscience globale par rapport à leurs responsabilités. Le président de l'Ordre des pharmaciens tire également la sonnette d'alarme sur le cas de la santé visuelle du fait de l'ouverture anarchique des boutiques d'optique dans le district de Bamako. Nous assistons aujourd'hui à la prolifération de boutiques d'optique. Et pour beaucoup qui n'ont même pas de formation de qualification en matière. Et on a même été rapporté souvent, certains ont quitté la boulangerie ailleurs pour venir pour être. Nous, nous disons qu'ils ne sont pas d'accord. Chaque opticien ou un lunetier qui doit exercer doit venir s'inscrire à l'ordre des pharmaciens. Ils sont sous le couvert de l'ordre des pharmaciens. C'est pour contrôler encore le secteur. Un lunetier, c'est le montage des lunettes. C'est l'optométriste peut consulter, presque des verres et donner des soins, d'autres soins. Mais quand même, un lunetier, il n'est habilité qu'à exécuter l'ordonnance prescrite par un optométriste. Mais aujourd'hui, on voit dans 99% des cas que c'est le lunetier qui s'adonne à cette activité illégale. Et c'est ce qui met en danger la santé visuelle de nos populations. Nous attirons l'attention des autres autorités pour prendre des mesures et de fermer toutes les boutiques qui ne répondent pas à cette condition et qui s'adonnent à cette activité illicite. Selon le document de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, intitulé « Le trafic illicite des produits médicaux en Afrique de l'Ouest », les produits médicaux illicites représentent actuellement entre 20 et 60% du marché officiel pour l'ensemble de la région. Dans des pays comme la Guinée, le Mali et le Burkina Faso, ce pourcentage grimpe jusqu'à 80%. 24 étudiants qui visiblement occupaient illégalement des résidences universitaires ont été exclus de ces lieux, notamment de l'Institut universitaire de gestion IUG et la faculté des sciences et techniques FST. Cette décision a été prise par la Direction générale du Centre national des œuvres universitaires ce jeudi 12 octobre. Suivez. 24 étudiants ont été exclus des résidences universitaires, de l'Institut universitaire de gestion et de la faculté des sciences et techniques dans une décision en date du 12 octobre 2023. Motif évoqué pour cette décision, l'hébergement des personnes non autorisées à y loger, selon la note du directeur général du CNU. Ces exclusions sont prononcées quelques semaines après l'opération de police menée le lundi 25 septembre 2023 qui visait à lutter contre la délinquance sous toutes ses formes et qui a révélé l'étendue choquante de la situation sur le campus universitaire. 49 étudiants ont été appréhendés lors de cette descente. Parmi les étudiants interpellés, 30 d'entre eux ont été déférés pour détention illégale d'armes à feu, de munitions, d'armes blanches et complicité, tandis que 10 autres ont été inculpés pour la détention de chicha en milieu scolaire. 9 étudiants supplémentaires ont été accusés de détention illégale des effets militaires au sein de l'espace universitaire. Situation que déplore le secrétaire administratif du bureau de coordination de l'AEM. Moi, j'ai l'habitude de le dire aux gens, et je veux que la société ne l'oublie pas. Vous savez, aujourd'hui, nous avons une jeunesse très violente. Au-delà même de l'espace scolaire et universitaire, nous avons des jeunes qui peuvent avoir accès à des armes blanches, qui peuvent avoir accès à des couteaux, à des trucs avec une certaine facilité. Et nous avons notre espace scolaire et universitaire qui est tellement abandonné que tout le monde se retrouve là-bas avec n'importe quoi, n'importe quand, comme ils le veulent. Donc il faut vraiment que, au-delà de nous blâmer, nous assumons notre pleine responsabilité. Le rôle que nous, on doit jouer, nous l'avons joué et nous allons continuer à le jouer. Mais il faut que les gens comprennent qu'il y a plusieurs acteurs au sein de l'école malienne. Il faut que tous les acteurs jouent leur rôle. L'AM seul ne peut pas sécuriser l'espace scolaire. Du moment où nous sommes, l'AM n'achète pas d'armes pour les étudiants, ne les arme pas ni rien. Donc il faut que l'AM ait les autres acteurs avec lui pour l'accompagner, à ce qu'on puisse vraiment assainir nos espaces scolaires de ces genres de matériel et que nous fassions comprendre à nos camarades que la violence n'est pas la meilleure manière pour résoudre les problèmes. Alors qu'il est aujourd'hui difficile pour les étudiants de se loger dans les résidences universitaires, l'utilisation des chambres à d'autres fins est déplorée par beaucoup d'étudiants.
Bureau de coordination de l'AM dit être confronté à la question de gestion des campus. Cette difficulté réside essentiellement dans un déséquilibre entre l'offre et la demande en termes de chambres au niveau des campus, selon elle. Un étudiant en 3e année de sociologie qui a requis l'anonymat exige la réhabilitation des résidences universitaires afin de pallier au problème d'hébergement des étudiants et de procéder à un contrôle strict mensuel des résidences universitaires, surtout, notamment, pour savoir avec exactitude des occupants des chambres. Au Moyen-Orient, le conflit qui oppose Israël au Hamas est loin d'être terminé si l'on se fie aux dernières déclarations hier 13 octobre du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Il a indiqué que les frappes en cours sur Gaza n'étaient que le début des opérations. Plus de précisions avec Boubacar Meiga. Le nombre de morts à Gaza est monté à 2215, incluant 724 enfants, a indiqué samedi le ministère palestinien de la Santé du Hamas, après la multiplication des bombardements israéliens sur ce territoire palestinien. Au moins 8714 personnes avaient été blessées dans les mêmes circonstances, a ajouté le ministère dans un communiqué, 8 jours après l'attaque du Hamas contre Israël. Des centaines de personnes restent portées disparues et des corps sont toujours en cours d'identification. Un haut responsable militaire du Hamas a été tué au cours des dernières 24 heures par l'armée de l'air israélienne, selon un porte-parole militaire. Plus de 1300 bâtiments ont été complètement détruits dans la bande de Gaza, a annoncé l'ONU samedi après une semaine de bombardements intenses par les forces israéliennes. À la fin de la journée du jeudi, l'ONU a recensé plus de 423 000 personnes déplacées de leur domicile dans la bande de Gaza. Israël a prévenu que 1,1 million de personnes vivant dans le nord de l'enclave devaient rapidement évacuer vers le sud en prévision d'une offensive terrestre attendue. Des milliers de Palestiniens continuent de fuir à travers les rues dévastées de la ville de Gaza, cherchant refuge plus au sud. Le Hamas, classé organisation terroriste, a annoncé vendredi que 13 otages, dont des étrangers, avaient été tués dans des frappes israéliennes. Les appels se multiplient à travers le monde pour éviter une catastrophe humanitaire. Même les guerres ont des règles, a rappelé le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, réclamant un accès humanitaire immédiat à la bande de Gaza. Hier vendredi, en Irak ou encore au Liban, plusieurs personnes ont manifesté leur soutien à la Palestine. L'Arabie saoudite, poids lourd du Moyen-Orient, a décidé de suspendre les discussions sur une éventuelle normalisation avec Israël, a affirmé samedi à l'AFP une source proche du gouvernement saoudien. Point final à cette édition d'information. Madame, Monsieur, merci de votre fidélité.